Le hasard fait que, notre entretien, notre rencontre se tient devant l'amphithéâtre Henri Motulski. Et Henri Motulski, c'est une figure pour moi qui m'a guidé dès la faculté de droit, parce que c'est l'inventeur du procès civil moderne. C'est l'inventeur du procès civil tel que je l'ai connu et que j'ai essayé de le mettre en œuvre un peu après sa création du nouveau code de procédure civile. En 71, il a été porteur d'un nouvel essor, auparavant, avant 71, le procès, il y avait des idées reçues, où vous avez des tabous. C'était le procès, c'était la chose des parties. Et Motulski a dit, attendez, c'est la chose des parties, mais le concours, la contribution de l'autorité publique, c'est pas neutre, et donc le juge doit y regarder aussi, et qu'il va peut-être, ce qui était tabou à l'époque, il va soulever d'office des moyens de pur droit, inviter le débat contradictoire, il va prendre des initiatives, il y a le rôle actif du juge. Et donc, attendez, ça me branchait, le rôle actif du juge, et d'autant plus que à cette même époque, était projeté dans les écrans le film Z de Costa Gavras, qui racontait l'histoire de Z, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui s'était passé en Grèce, un député qui avait été assassiné par des factieux, et il y avait un petit juge joué par Jean-Louis Trintignant qui incarcérait les dignitaires de la gendarmerie, puisque le député qui était de l'opposition avait été, c'était passé en Grèce, avait été exécuté sous les ordres du pouvoir. Moi, j'ai trouvé ça, l'image de cinéma, les dignitaires de la gendarmerie qui ressortent dans le cabinet du juge, le képi de travers, qui vont direct en prison, ça me dit, attends, c'est quand même, moi je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je ne sais pas, je me dis là, c'est une cause d'intérêt général qui me mobilise. Enfin, le fait que les puissants qui excèdent leur pouvoir, ça me parle. Et puis, je voudrais j'ai intitulé notre rencontre « Juge, demain, point d'interrogation », parce que je sais que toute chose égale par ailleurs, vous n'êtes pas toujours vous n'êtes pas la même situation. J'ai eu des illusions, mais peut-être, entendez mes illusions, peut-être qu'elles vont peut-être vous apprendre quelque chose. Je ne sais pas, ou en tout cas, vous en aurez d'autres, peut-être, mais voilà. Mais c'est-à-dire que dans les années 70, juge s'était présenté comme le plus beau métier du monde. C'est-à-dire que c'est pas effectivement, c'est plus le cas maintenant. Mais en 70, on avait créé une grande école, l'École nationale de la magistrature, et c'était après la création de l'ENA en 1945 qu'était effectivement l'État s'investissait pour la modernisation de la société avec une fonction publique qui était porteur de ce changement. Voilà. Et alors, sur cette question, bon, voilà, j'étais effectivement sensible à ces arguments, à ces éléments, et vous pouvez poser peut-être, est-ce que je vais devenir juge? Alors, moi j'ai dit, il y a, vous pouvez peut-être écarter la question, mais il y a des bonnes raisons et des mauvaises raisons.
je vous laisse le soin de distinguer les bonnes raisons et les mauvaises raisons. Je n'ai pas de certitude sur les réponses à cette question, mais j'ai certitude sur les mauvaises réponses. La mauvaise réponse, pour moi, c'est dire le concours est très difficile. Mais je veux dire, c'est quelque chose qui est de l'idée reçue par excellence. Tout le monde a intérêt à dire que le concours est très difficile. Ceux qui ont été reçus, bien évidemment, ils ne vont pas dire qu'ils ont été reçus dans un concours et ceux qui n'ont pas été reçus. C'est effectivement ceux qui n'ont pas été reçus. Ils vont dire que le concours c'est trop difficile. C'est une excuse. C'est vraiment une excuse. Cela dit, le concours de la magistrature, c'est effectivement un concours comme tous les concours. C'est-à-dire que vous tombez sur un sujet qui vous plaît et qui vous inspire et vous gagnez. Vous gagnez gros lot. Mais voilà, c'est tout ça. Je veux dire, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de qualité intellectuelle supérieures qui sont exigées pour passer le concours dans la magistrature. Je me souviens, mais j'ai gagné le concours, peut-être, j'ai été reçu au concours, bien sûr, mais reçu au concours aussi par rapport avec l'aide de la natation. À l'époque, il y avait une épreuve de natation et j'ai eu 16 en natation. Je m'étais interrogé pour savoir si effectivement, être bon juge, il fallait savoir nager. Et voilà, la farce, je savais bien nager. Et voilà, mais ce que je veux vous dire, c'est que le concours, c'est un concours et simplement, c'est juste ça. C'est la motivation qui fait la différence. Ceux qui sont motivés vont effectivement le réussir. Ceux qui ne sont pas motivés vont peut-être pas consacrer tout le temps qui est nécessaire pour faire les révisions, etc. etc. Voilà. Bon, et ça, je veux dire, alors après, c'est est-ce que je m'y sens, est-ce que effectivement, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est un métier qui c'est pour moi, etc., etc. Voilà, ça c'est une vraie belle interrogation. J'espère que mon propos vous fera réfléchir sur les possibilités effectivement de ce métier. Moi, j'ai choisi ce métier parce que la représentation du métier qui était dominante, un métier vieilli, une sorte de pesanteur, etc., etc., une sorte de rigorisme, c'était pas rigolo, etc., etc. C'était en quelque sorte des gens en dehors du temps, et moi, ce qui m'a convaincu de le faire, c'était que la perspective changeait et qu'on présentait le métier de juge, non pas comme un métier qui est poussiéreux, obsolète, qui était coupé de la société, mais qu'on présentait le métier effectivement comme étant une chance, effectivement, de concourir, de raccommoder la justice avec la société. Voilà. C'était effectivement sur ça, c'est qui effectivement m'a effectivement déterminé. Alors, pour vous présenter, pour essayer de vous convaincre, j'ai choisi de vous parler, d'évoquer un certain nombre de points, des épisodes judiciaires que j'ai vécus, pour essayer de débusquer les fausses idées ou les fausses représentations, les représentations inexactes sur le métier, vous laissant bien évidemment le soin d'en tirer, enfin de questionner les choses, etc. Et puis j'espère qu'on aura le temps effectivement d'échanger sur les questions.
Alors pour moi, pour résumer les épisodes judiciaires, je vais les présenter en 2 points. La fac m'a appris qu'il faut traiter en 2 points. Hein, 2 points, une première partie, une deuxième partie, et puis une partie sous partie. Donc pour moi, la loi, toute la loi, rien que la loi, c'est effectivement le métier du juge, c'est de la loi, toute la loi, rien que la loi. Ce qui effectivement a son mérite. Moi, j'ai choisi d'être juge, enfin magistrat, parce que c'est l'école de la magistrature, il y a des magistrats, il y a des magistrats du siège, le juge, et du magistrat du parquet. Du magistrat du parquet. J'ai choisi le métier de juge. Je suis un intégriste du siège. Je n'ai pas mis les pieds au parquet, même si, ayant fait l'école nationale de la magistrature, j'aurais pu aller au parquet. Le parquet, ça dirige la police, dirige les poursuites, etc. Moi, ce n'était pas mon truc. Mon truc, c'était la mise en balance. Alors, ayant discuté avec mes petits-enfants sur la balance, j'ai compris qu'il fallait que je précise la mise en balance. Parce que vous avez les progrès de la technique font qu'une balance, maintenant, c'est une balance électronique. Et la balance de Roberval, mes petites filles ne connaissaient pas. La balance de la Roberval, mise en balance, pour moi, c'est la balance mise en balance de la balance de Roberval. Roberval. Et c'est donc les plateaux, là, comme ça, et puis hop, on essaie d'équilibrer les deux plateaux. C'est ce qui me plaisait. Alors, la loi, toute la loi. Alors, est-ce que la loi, toute la loi, c'est dire, est-ce que le juge est un lecteur du code? Est-ce que est un lecteur du code un ordinateur dont on rentre effectivement toutes les données? Et d'ailleurs, on prétend maintenant que l'intelligence artificielle pourrait se mêler de déterminer les solutions dans les conflits. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. Je pourrais l'argumenter plus loin, mais je n'y crois pas une seconde. C'est une fadaise. Parce que le juge a un rôle créateur. Le juge a un rôle créateur et il a aussi un rôle créateur et un rôle effectivement d'ajusteur. Rôle créateur, il peut créer la loi, et puis la loi, il peut l'ajuster en fonction des circonstances. Alors, pour vous parler du rôle de créateur du juge, je vais vous raconter un procès que j'ai connu quand j'étais président de la Cour d'assises. Donc la Cour d'assises, c'est effectivement présidée par un magistrat, assigné avec des trucs, et avec six citoyens tirés au sort. Et la particularité de la procédure devant la Cour d'assises est que c'est une procédure orale. Comme les citoyens n'ont pas accès au dossier, le dossier doit être expliqué à l'audience et peut être questionné par tout le monde, notamment par les jurés, les jurés, tout ça, tout le monde pose des questions. Et après, on va se retirer pour délibérer. Et tant qu'on n'a pas rendu la décision, le procès dure. Le procès dure et on dure le temps nécessaire. Et c'est une unité de temps, le procès de cour d'assises. On débute un procès et on le finit avec le verdict. On ne prend pas en délibéré avec le dossier. Et on ne part pas en délibéré avec le dossier. Et le dossier est interdit de séjour dans le délibéré. On ne part pas, etc. Pour moi, c'est pour moi le critère même de la bonne procédure, puisque ça donne le temps du débat et des réflexions. J'en viens sur le rôle créateur du juge. La procédure de cour d'assises, je vous l'ai dit, était une excellente procédure, mais
en l'état avant, avant que j'intervienne, par exemple, dans l'affaire précise, elle avait une lacune, c'est la façon d'expliquer la décision. Les jurés se retirent pour délibérer et puis vont examiner toutes les questions. Et je vous lis l'article 353 du Code de procédure pénale pour vous expliquer ce qui va suivre. La loi ne donne pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. C'est un très beau texte qui est transposable partout. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Et une intime conviction, ça s'est traduit par le fait que le Code de procédure pénale disait que pour respecter l'intime conviction de tout le monde, il fallait que les juges, que le verdict de cour d'assises contienne des questions. Est-il coupable, oui ou non? Et que le verdict était constitué, pour toute motivation, de cette réponse par oui ou par non. C'était à mon avis, très insatisfaisant. Vous êtes coupable, vous poursuivez votre violeur, et quand à la réponse on vous dit non, il n'est pas violeur, vous ne savez pas pourquoi, on a décidé que vous n'étiez pas violeur. Vous avez tué, etc. C'était donc effectivement très insatisfaisant, à mon avis, très peu démocratique, alors qu'on pouvait faire autrement. Je vais l'expliquer. Et l'intime conviction, c'est aussi transposable en tribunal correctionnel. Tous les juges pénals jugent de leur intime conviction, mais il y en a qui motivent les juges professionnels, mais la cour d'assises, parce qu'il y avait des jurés, la motivation n'était pas. Et donc, l'affaire dont je vais vous parler m'a amené effectivement à adapter les règles du prononcé du verdict d'une manière suffisante. C'était une affaire qui était terrible, un drame familial. La victime qui a été retrouvée 58 coups de couteau dans un jardin, dans son jardin, alors que le reste de la famille était parti à une fête pour une week-end à Paris. Et donc, on ne savait pas qui avait fait le coup, qui avait été tué. Il y avait une enquête, et au cours de l'enquête, tout le monde avait été interrogé, et ceux qui avaient été, parmi les personnes qui avaient été interrogées, la première femme du veuf, du mari de la victime, avait été interrogée, et elle m'avait dit qu'elle n'avait pas rencontré depuis 15 jours la victime. Et comme dans toute enquête, il y a eu des prélèvements de son ADN, comme elle était introduite par témoin, et l'ADN a parlé. L'ADN a dit que sous les ongles de la victime, il y avait l'ADN de cette personne, donc effectivement, de la première femme, on va l'appeler Béatrice, ADN de Béatrice.
le procès, donc, elle nie farouchement, dit que oui, elle n'a pas, elle a pas, elle a pas, elle a pas donné, elle a menti au service de police, mais parce qu'elle avait peur en disant je suis la première femme, je suis la première femme, et on va me mettre tout sur le dos. Mais je l'ai rencontré, on s'est effectivement, on a discuté pour l'organisation d'une fête, et quand on se quittait, elle a effectivement, elle a, elle est tombée et elle m'a grippé, elle m'a arraché et elle montrait effectivement après une petite égratignure. C'était. Alors, est-ce que son mensonge était suffisant pour le mettre en chose? Il y avait. Les uns disaient l'autre, les autres disaient non. Enfin voilà, c'était effectivement. Et puis, il y avait une énigme importante, c'est que je vous ai dit que la victime, qui pesait 80-85 kilos, qui a été trouvée à la moitié de son, enfin à 50 mètres au-delà de sa porte d'entrée, et il y avait eu l'agression qui avait été faite près de la porte d'entrée. Il y avait des traces de sang très importantes, des traces de sang, etc. Mais qu'il n'y avait pas de sang entre la porte d'entrée et le lieu où elle avait trouvé. Donc, il y avait une solution de continuité dans le sang. Donc, il y avait effectivement, les experts disaient qu'il y avait eu un transport, il y avait un transport du corps. Et il y avait un transport du corps. Et donc, l'accusée était menue, elle pesait 40 kilos tout habillée, enfin, très vite, et l'autre, elle était le double. Donc, on ne pouvait pas imaginer qu'elle transporte dans ses petits bras, le corps de l'autre qui avait effectivement ça. Et donc, il y avait en tout cas, si elle était impliquée, elle n'était pas toute seule. Voilà. Pour ce que vous voulez. Avant qu'on rentre le verdict, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la Belgique pour inobservation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en disant que l'article 6, l'accusé, l'article 6 ne s'oppose pas à ce qu'un accusé soit jugé par un jury populaire, même dans le cas où son verdict n'est pas motivé. Il n'en demeure pas moins que pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, le public, et au premier chef l'accusé, doit être à même de comprendre le verdict qui a été rendu. C'est là une garantie essentielle contre l'arbitraire. Et avant qu'on rentre la décision, j'ai connaissance de trucs, je me dis, mais voilà, pour expliquer le verdict à la famille de la victime, à la famille de l'accusé, on pose des questions précises, on a élaboré des questions, on a élaboré non pas aux deux questions, des questions, on a élaboré en concertation avec les parties civiles, le parquet général, l'avocat général et la défense, 16 questions pour lesquelles les jurés et les juges ont voté pas à bulletin secret. Je crois que l'intérêt, effectivement, de la cour d'assises, c'est le vote à bulletin secret. C'est très important. C'est-à-dire qu'on a, vous savez, dans les procès d'assises, quand on dépouille les bulletins et qu'on a une crainte, enfin pour moi, la crainte, c'est qu'on condamne un innocent. Voilà, et que quelque part, si on n'était pas coupable, ma crainte en mesurant les dépouillements, c'est que les jurés
ne partagent pas ma crainte. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais voilà. Donc, sur les questions, est-il constant que des coups par une arme blanche à 58 ont été portés? Oui. Ces violences ont-elles entraîné la mort? Oui. L'accusé s'est-elle rendu au domicile? Oui. S'est-elle absolue dans un premier temps de le dire? Oui. S'est-elle présentée volontairement au service de police? Oui. L'ADN a-t-elle été retrouvée? Oui. La présence de cet ADN a-t-elle pour seule cause une lésion de défense? C'est une question centrale. Quand on disait, est-ce que les jurés étaient convaincus qu'ils s'étaient battus? Ils ont dit non. Alors, on a voté, le vote a été de dire la présence était de, a-t-elle brûlé des cols blancs, etc. Il y avait plusieurs d'autres trucs. Bref, les réponses ont été totales. Des réponses apportées aux questions 1 à 14 est-il résulté de preuves suffisantes de ce que B a été coupable de violence? Des réponses, des questions. Non, en raison du nombre de coups, sans objet. Donc, elle était effectivement acquittée. Et on a l'énoncé de un certain nombre de ces questions ont permis à tout le monde de comprendre pourquoi le raisonnement de la Cour et des jurys. Ce Cour et des jurys, c'est un raisonnement. On a considéré que il y a eu un appel. Elle a été condamnée à 16 années de réclusion criminelle. C'était une question. Alors, la question, moi, je veux dire, ça ne m'a pas. Je n'ai pas dit que j'ai eu tort. Nous avons tort. Je dis pas que la deuxième cour d'appel a été raison. Nous avons jugé de façon différente et nous avons apprécié de façon différente. Et que ce qui était important, c'est que nous avons pris le temps de réfléchir et de poser des questions et de construire un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut. Voilà. Mais voilà. J'ai parfaitement conscience, je me suis dit, enfin, je veux dire, être juge et Dieu, ce sont deux métiers différents. Donc, je n'ai jamais voulu me prendre pour Dieu. Donc, cela dit, prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'échanger et prendre le temps de peser la loi, de peser la loi et de faire en sorte de faire prévaloir la loi que l'on poste juste. Et pour moi, la loi qu'on pensait juste, c'est l'article 6 de la Convention européenne, tel que interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, qui était force obligatoire depuis sur le Code de procédure pénale. Et la Cour de cassation, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, 6 mois plus tard, m'a dit que j'avais raison de penser comme ça, qu'il y avait la jurisprudence de la Cour européenne obligeait les juges, avaient juste la force interprétée sur l'article 55 de la Cour. Et voilà. Et ce rôle créateur du juge, moi, je veux dire, c'est effectivement ce qui me paraît important pour faire avancer les choses, pour faire effectivement bouger les choses. Alors, il y a aussi le rôle d'ajusteur de la loi. Et lorsque j'étais président du tribunal de grande instance d'Angoulême, on a eu à connaître Jean-Michel Boucheron. On l'a condamné. Jean-Michel Boucheron, c'était un ancien instituteur devenu maire d'Angoulême et qui a pété les plombs. C'était dans les années 80, qui a eu l'idée, c'était le moment des fraudes, des enrichissements, des manipulations, enfin des problèmes de financement des partis politiques, des détournements d'argent, etc. Il a pris la grosse tête. Par exemple, pour ses 40 ans, il était fou de bagnole, il s'était fait offrir une Studebaker en nougat. Il y avait de l'argent qui coulait à flot, etc. Il avait fait rêver tout Angoulême, parce que Angoulême,
je connaissais peut-être Angoulême, ce qui n'est pas très loin d'ici. Et Angoulême s'était considéré avait fait rêver de la bonne ville d'Angoulême qui se considérait comme les autres. Cela dit, il avait eu recours à des procédés qui étaient à l'époque, et il y en avait d'autres. Enfin, il y avait l'affaire, il y a eu d'autres affaires en cette sur la confusion entre les puissances d'argent et les pouvoirs politiques. C'était effectivement la grande graine de la politique. Et il y a eu d'autres. Donc, c'était ça qu'on avait dû juger à ça dans la ville d'Angoulême. C'était effectivement très important. Et donc, il avait reconnu plus ou moins les faits, plus ou moins, mais les faits étaient accablants. C'était effectivement sur c'était les préventions, c'était abus de biens sociaux, etc. Il avait effectivement versé des fonds pour l'obtention d'un marché public, il avait obligé certains entrepreneurs à verser des fonds en contrepartie d'un marché public qui avait été faussé. Donc, je passe là, il y avait à peu près 2 millions ou 3 millions de faux, etc. Et simplement, ce que je veux dire là, on se retrouve là dans ce métier de juge. Je voudrais vous citer simplement les arrêts de la condamnation. On l'a condamné à 3 années d'emprisonnement, mais on avait ordonné, il avait été condamné précédemment à Paris, on avait ordonné la confusion avec l'affaire de Paris, puisque c'était le même processus criminel, etc. Et on a eu l'occasion de dire, et moi je trouve, les mots, c'est aussi l'intérêt les juges peuvent dire les choses, et on l'a démontré aussi dans d'autres procès récents qui l'ont donné, les juges donnent le là aussi, permettent effectivement de réconcilier la justice, enfin de réconcilier enfin, il y a un rôle social, quoi. Donc on a dit que la perception à l'occasion de marchés publics de fonds destinés à un usage personnel constitue une atteinte grave à l'ordre public en ce qu'elle est susceptible d'entraîner pour les décideurs publics une interprétation partisane de l'intérêt public, toujours favorable aux bailleurs de fonds, sans appréciation véritable de l'utilité pour la collectivité de son intervention. Et que ce comportement abuse de la confiance des électeurs qui ont placé leur confiance dans le décideur corrompu et jette un discrédit sur la classe politique qui est dangereuse pour la démocratie. Moi, si vous voulez, je trouve que là, l'application de la loi, rien que la loi, toute la loi, ça me paraît effectivement un peu une mission qui me paraît effectivement un peu digne d'intérêt en tout cas. Digne d'intérêt. Et la deuxième chose, je vous ai dit que j'étais effectivement Jupiter, j'étais Hermès plutôt qu'Hercule et Jupiter. Et je dispose de combien de temps? 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. Alors, 10, 15. 10, pour effectivement, dans les 10 minutes qui je dis, j'avais prévu effectivement de vous parler, de dire Hermès s'intéresse à la fois à l'amour, amour, la haine, enfin, dans les tribunaux, l'argent, j'en ai effectivement parlé, et le pouvoir. Alors le pouvoir, là, je voudrais vous raconter une histoire qui nous est arrivée effectivement, qui nous est arrivée à La Rochelle. C'est une affaire un peu étonnante. C'est un vendredi matin, un vendredi soir, comparution immédiate devant le tribunal, un jeune SDF est amené par les forces de police pour avoir donné un coup de couteau
à un brigadier de police qui l'arrêtait pour avoir causé du désordre sur la voie publique. Et il a été condamné à 1 an de prison ferme, alors qu'on avait entendu, parce qu'il déniait tout ça, et puis il avait effectivement il avait effectivement et donc il avait il a été condamné. Et puis, le vendredi soir, il part effectivement à fonder le compte. Et puis, il est le mardi, se présente au commissariat un jeune du service volontaire qui dit: Monsieur le commissaire, ça ne s'est pas passé comme on dit. C'est le brigadier brigadier Michel, qui a effectivement, qui s'est donné volontairement le coup de couteau dans son pantalon pour se débarrasser du SDF, pour lequel effectivement ça le gênait et il trouvait qu'on le punissait pas assez. Elle dit: cette fois, tu vas me débarrasser de procès et tu flâneras plus dans le Vieux-Port, etc. Là, c'était rue du Cordon. Ça s'est passé rue du Cordon. C'était: tu ne nous en mettras plus et tu seras effectivement tu seras débarrassé. Le jeune du service volontaire qui était fait service civil est arrivé et est venu au commissaire en disant: c'est pas ça que s'est passé. C'est lui qui a dit ça. Et après, ce brigadier qui voulait jouer les oraux dans la ville de La Rochelle, qui voulait faire régler l'ordre et qui détestait les SDF, il a effectivement nous a obligés à dire ça. Et puis, il a convaincu les témoins de dire ça pour se débarrasser effectivement de la personne. Et donc, le commissaire a pris sa déposition, on a parlé du procureur, on a voulu faire des démarches auprès du condamné, du condamné à comparution immédiate, qui était en fait victime des choses, et qui ne voulait pas faire appel, qui était terrorisé. Et donc, il a finalement fait appel, et puis on a fait comparaître effectivement le brigadier chef, etc., etc. Et donc, c'était une audience absolument étonnante. Il y avait, d'une part, vous savez, il y avait 2 trucs. Il y avait une ambiance au couteau, une tension au couteau. Il y avait les tenants du policier et les SDF. Et alors, la question, c'était de savoir si les SDF pouvaient rentrer avec leurs chiens. Je m'étais opposé à ce qu'ils rentrent avec leurs chiens, mais je veux dire, ils avaient leur place, quitte à eux à trouver la façon de régler leurs chiens. Donc, si tu veux, c'était un truc. C'était, à mon avis, sur la mise en balance, on a pris une décision, on a rendu la même décision qui avait été rendue au préjudice du SDF, 1 an de prison ferme. C'était effectivement sur le chose, etc. Et alors, je sais jamais si on a reçu de ça sur une lettre d'un détenu de Salon de Provence. Monsieur le président du tribunal, au nom des 600 détenus du centre de détention de Salon de Provence, nous venons, parce qu'on en avait un peu parlé à la télé, nous venons vous féliciter pour la justice que vous avez rendue. Jugement équitable et juste, vous avez été applaudi au journal de minuit sur la première chaîne par tout le monde. La justice est pour tous la même, et si tous les présidents étaient comme vous, ça irait très bien, ça irait bien mieux en France. Félicitations. Moi, je veux dire, je ne sais pas si c'est du pipeau ou pas. Enfin, j'ai reçu cette lettre, ça m'a fait du bien l'ego, quoi. Tu vois, je veux dire, et ça m'a fait du bien l'ego, et ça me justifie effectivement d'avoir effectivement choisi ce métier. C'est l'une des raisons pour lesquelles. Voilà.
Et écoutez, pour l'instant, maintenant, il faudrait que ce soit que vous ayez des questions, si vous avez des questions.